Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux nous informer pour mieux agir. On a souvent parlé ici de toutes ces nouvelles expressions, des oxymores de préférence comme la croissance verte, le développement durable, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de dématérialisation, un terme qui est passé dans le langage courant. Votre argent, vos dossiers médicaux, vos factures, vos impôts sont désormais dématérialisés. Mais vos photos, vos lettres, vos messages, vos livres et vos amis le sont aussi. Stockés sur le cloud, ils ne sont plus que vapeur, enfin, avec un point d'interrogation, débarrassés de leur réalité physique, de leur substance, de leur corps. Dans ce nuage, l'être humain deviendrait pur esprit, dominant enfin, point d'interrogation, du haut de son pouvoir de dématérialisation, la faune, la flore, la terre, les océans, l'espace, l'univers. Eh bien, on vous ment. La dématérialisation implique en fait toujours plus de matière extraite, de matière produite, de matière transformée. Et toutes nos nouvelles technologies, nos écrans, nos énergies vertes ont besoin de métaux, de plus en plus de métaux, et en particulier des métaux rares. C'est à ça que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Je vous propose l'extrait d'une conférence par Guillaume Pitron, donnée en juin 2018 à Lille. Guillaume Pitron est auteur de La guerre des métaux rares, un livre paru aux éditions Les liens qui libèrent en 2018. Dans cet extrait, il vous explique ce que sont les métaux rares, où on les trouve et à quoi ils servent. Dans la nature, vous avez des métaux abondants. Tout le monde connaît les métaux, les grands métaux abondants. On parle du fer, on parle du zinc, on parle du cuivre, on parle de l'aluminium. Simplement, il n'y a pas que ça dans l'écorce terrestre. Dans les gisements, naturellement mélangés à ces métaux abondants, on trouve également des petits métaux. On les appelle rares parce que leur proportion dans l'écorce terrestre est infiniment moindre que les grands métaux. Quelquefois, c'est des milliers de fois moindre. Mais on sait les extraire et on sait les séparer des grands métaux. Et depuis une quarantaine d'années, on sait les utiliser pour leurs fabuleuses propriétés électromagnétiques, électroniques, catalytiques, optiques, etc. Et ils rentrent dans toutes les technologies vertes. Vous avez besoin de ces métaux pour fabriquer des éoliennes, la plupart des éoliennes, mais également pour fabriquer des panneaux solaires, pour fabriquer des voitures électriques et pour fabriquer le Léviathan numérique, tout ce monde numérique qui permet de rendre ces technologies vertes plus efficientes. Alors ces métaux, il y en a une trentaine, et si je commence à vous en citer quelques-uns, on fait un peu de poésie ensemble. On parle de samarium, gadolinium, lutécium, de cobalt, de néodyme, de tungstène, de tantale. Il y en a un que j'aime bien, c'est le prométhium. J'aime bien ce mot-là. On l'utilise très peu finalement, cet élément, mais j'aime bien le prométhium parce qu'il a été baptisé quand il a été découvert dans les années 1940 par un chimiste, par la femme d'un chimiste qui avait dit « mais en fait, avec cet élément-là, c'est comme si on avait volé le feu aux dieux, comme Prométhée, vous savez, le titan qui s'est introduit dans l'Olympe et qui avait volé le feu aux dieux pour le rendre aux hommes. Et donc on a appelé cet élément le prométhium, parce que finalement, à vous et moi, on ne le sait pas, mais il nous a donné les pouvoirs prométhéens. Grâce à lui, toutes les technologies vertes fonctionnent. Grâce à lui, et à tous ces autres métaux, cette trentaine de métaux rares, toutes les technologies numériques fonctionnent. À l'instant où je vous parle, vous et moi avons tous sur nous des métaux rares. Vous en avez dans votre téléphone, vous en avez dans vos écouteurs, j'en ai un dans mon écouteur, vous rentrerez peut-être dans une voiture électrique qui consomme des métaux rares. Nous ne pourrions pas passer une seule journée sur Terre à vivre, même pas une seule heure, sans utiliser d'une façon ou d'une autre ces métaux rares. Simplement, je suis un journaliste et je me suis dit, mais ces métaux, où est-ce qu'on va aller les chercher ? Ces matières premières qui, justement, vont remplacer le pétrole, à quel coût, pour les hommes et pour l'environnement, allons-nous les extraire, en sécuriser les approvisionnements ? Et pendant plusieurs années, j'ai fait le tour de la planète, plusieurs fois,
dans une douzaine de pays pour essayer de remonter le fil de ces nouvelles matières premières qui sont en train de remplacer le pétrole à la faveur de la transition énergétique. Et ce que j'ai découvert m'a, pour ne rien vous cacher, déniaisé par rapport à la transition énergétique. Parce que dans mon esprit, la transition énergétique, c'était une transition plus verte, plus sobre, plus responsable. Et puis quand on la regarde sous l'angle de ces petits métaux rares, en réalité, on voit une autre face, peut-être plus sombre, de cette transition verte. Nous sommes en 2016 et je me trouve en Chine, et plus précisément dans la province du Jiangxi. C'est une province qui se trouve au sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong. D'abord, c'est une province qui est magnifique. C'est la Chine qu'on aimerait voir plus souvent, la Chine verte avec des collines et des pins de sucre à perte de vue, une nature généreuse. La province du Jiangxi, c'est pas que ça. C'est aussi l'une des principales zones d'extraction de certains métaux rares, et plus précisément des métaux rares qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est une sous-catégorie de métaux rares. Et donc cette province du Jiangxi, c'est l'une des premières zones d'exploitation de ces terres rares de la planète. Et il faut s'enfoncer assez loin dans cette région, quitter un petit peu les sentiers battus, pour aller voir comment se passe l'extraction de ces métaux. Déjà, choc visuel, vous avez des collines qui sont coupées en deux dans le sens de la verticale pour aller extraire les métaux. On se retrouve nez à nez avec des mafias qui font du marché noir. Et puis surtout, on commence à comprendre les impacts écologiques de l'extraction de ces métaux. Puisqu'il faut aller les extraire et qui se trouvent dans des proportions infimes, imaginez les efforts qu'il faut pour aller extraire 1 kilo de ces métaux. Il faut retourner des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de caillasse. Il va falloir ensuite séparer ces métaux des métaux abondants, il va falloir les purifier, utiliser des produits chimiques. Nous sommes en Chine, ça ne se passe pas forcément aussi bien qu'on ne le voudrait sur le plan de l'environnement. Ces eaux sont ensuite rejetées dans les rivières, plus rien ne pousse. Les personnes qui travaillent dans ce secteur vous disent « mais c'est un poison ces métaux rares en réalité, ça a un coût environnemental extrêmement élevé ». À la même époque, quelques années plus tôt, je me trouvais dans une autre zone d'extraction de métaux rares, de terres rares plus précisément en Chine. C'est en Mongolie intérieure, c'est dans le nord de la Chine, à 700 km au nord-ouest de Pékin. Et là, c'est la plus grande zone d'extraction. Et là, c'est carrément l'enfer de Dante. Ce sont des lacs toxiques dans lesquels on rejette tous les effluents chargés de produits chimiques et de métaux lourds, ces effluents qui ont servi pour le raffinage de ces métaux. On se retrouve à parler avec des gens qui travaillent dans cette industrie, mais aussi les riverains qui habitent dans des villages, baptisés villages du cancer, parce qu'on meurt dans ces villages d'un taux anormalement élevé de cancer, et le lien avec l'industrie, selon ces villageois, est évident. Ils mangent, boivent, respirent les effluents toxiques des mines et de métaux rares et des rejets de métaux lourds qui ont servi au raffinage des métaux rares. Une experte chinoise me dit « la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste du monde avec ses métaux rares ». Et là, je me prends une claque, parce que je me dis « mais attendez, je ne comprends pas ». J'identifie immédiatement 2 paradoxes que je voudrais partager avec vous. Le premier paradoxe, c'est que les énergies vertes, dites propres, se fondent sur l'exploitation de métaux qui ne sont pas propres, qui sont sales. Les énergies renouvelables ne peuvent exister sans l'extraction de matières premières qui, elles, ne sont pas renouvelables. Et ce que je vous dis en Chine, ça vaut pour un tas de pays où on extrait tous ces métaux rares. On peut parler du cobalt au Congo, on peut parler de métaux divers et variés au Kazakhstan. J'étais également en Amérique latine. Il est extrêmement difficile en Amérique latine d'ouvrir une mine aujourd'hui parce que les populations riveraines sont vent debout contre les projets d'extraction minière, tellement c'est sale et tellement c'est problématique pour l'environnement. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas réalisé cela plus tôt? Comment ça se fait que je découvre cette histoire, ces dessous des technologies vertes, si tard, alors que pourtant cette industrie existe depuis des décennies? À la même époque, je me trouve aux États-Unis. Et je me trouve plus précisément dans la région de Las Vegas, à la frontière entre la Californie et le Nevada. Et à cette époque, là-bas, se trouvait une mine dans les années 90. À cette époque, se trouvait une mine de Mountain Pass, c'était le nom de la mine. Et cette mine était la première mine d'extraction de terres rares, donc une classe de métaux rares de la planète. Et le problème, c'est que dans les années 90, ça commençait à poser de sérieux problèmes environnementaux. Et ça posait tellement de problématiques environnementales, la compagnie minière qui s'appelait Molycorp se retrouvait aux prises avec des tas de difficultés
et avec aussi l'administration américaine qui compliquait les choses parce que les réglementations environnementales étaient strictes, que finalement, elle s'est rendue compte, cette compagnie minière, qu'elle ne pouvait plus continuer à extraire ces terres rares, et elle s'est dit, puisque c'est ça, je ferme la mine. Toujours dans les années 90, il y avait un autre pays qui était un leader de ces métaux rares, c'était la France. À La Rochelle, il y avait une usine qui s'appelait Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc, ce n'était pas seulement le sponsor de l'émission Ushuaïa que présentait Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était aussi un chimiste qui purifiait 50% des terres rares de la planète. Et Rhône-Poulenc se trouve à cette époque dans les mêmes problématiques que celles de Molycorp, non pas pour l'extraction, mais pour le raffinage. Problématique de pollution, quand on extrait les terres rares et qu'on les sépare en fait du thorium et de l'uranium auxquels elles sont associées, ça génère de la radioactivité. Les Rochelais ne supportaient pas cette situation, ça crée des troubles sociaux. Les coûts de l'extraction de ces métaux, de la purification de ces métaux commençaient à exploser, n'étaient plus rentables. Rhône-Poulenc se dit, on délocalise nos activités en Chine. Donc au même moment, vous avez une minière, une compagnie minière et une compagnie d'extraction et de raffinage de ces métaux rares qui, en fait, de concert mais sans se concerter, décident soit de fermer, soit de délocaliser leurs activités. Et à ce moment-là, qui récupère le bébé? Eh bien, ce sont les Chinois. Parce que dans ces années-là, les Chinois vous disent, vous savez, Mao, ça ne s'est pas hyper bien passé pour nous, la révolution agricole, ça n'a pas exactement eu le succès escompté, on mise tout sur l'industrie. Et on a plein de gisements de terres rares et de métaux rares en général. On peut vous fournir des terres rares pas chères, abondantes. On va sacrifier notre environnement, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est le développement économique. Et nous, on s'est débarrassé des terres rares. Donc en fait, ce faisant, on n'a pas seulement délocalisé nos emplois, on n'a pas seulement délocalisé nos usines. Nous avons délocalisé la pollution. Nous avons délocalisé la pollution associée à ces matières premières, ce nouveau pétrole, nécessaire aux technologies vertes. Nous avons laissé des pays salir pour extraire et purifier ces métaux, de sorte que nous puissions les racheter, purs, propres, les mettre dans les technologies vertes et nous glorifier de notre conversion écolo. En fait, pour le dire autrement, le monde s'est séparé de façon, grosso modo, entre ceux qui font du sale, ceux qui sont sales, et ceux qui font semblant d'être propres. On était en train d'écouter un extrait d'une conférence de Guillaume Pitron, qui est auteur du livre « La guerre des métaux rares », publié l'année dernière aux éditions Les Liens qui libèrent. Voilà, donc c'était autant pour la dématérialisation. On commence à comprendre que tout ça n'est pas si éthéré, propre et magnifique qu'on veut bien nous le faire croire. Alors, au-delà des énergies renouvelables, qui ont besoin de ces terres rares, c'est tout notre système économique en fait qui fait appel à une quantité croissante de ces matériaux. Et il y a eu une publication de la revue Z qui s'appelle Mauvaise mine en avril de l'année dernière. Je vais vous lire un petit extrait. Donc, la production croissante de métaux industriels est indispensable à l'armement et à l'urbanisation du monde, comme à la diffusion d'un mode de vie moderne et ultra équipé. Pas de nouvel immeuble sans quantité considérable de fer, de cuivre, de zinc, pas de voitures sans plomb ni aluminium. Construire des ponts, viaducs, autoroutes et lignes de TGV appellent des quantités monstres de métaux ferreux ainsi que de chrome, manganèse, cuivre. Quant à la multitude d'objets informatiques et électroniques qui s'imposent désormais à nos vies quotidiennes, elle réclame de grandes quantités de métaux dont on n'avait jamais cherché à faire quoi que ce soit durant des milliers d'années. Aujourd'hui, leur production a fait tripler le nombre de métaux différents utilisés dans le monde. La fibre optique se nourrit de germanium. Dans un téléphone intelligent, entre guillemets, tactile classique, on trouve près de 50 métaux différents. Jamais tout à fait les mêmes d'un fabricant à l'autre. Un peu d'aluminium et pas mal de cuivre. Lithium, cobalt, carbone, fluor, manganèse, vanadium, phosphore et aluminium pour la batterie. Indium pour la vitre. Un écran LCD demande une technologie extrêmement complexe afin de reproduire les 3 couleurs fondamentales avec un alliage d'europium, terbium, yttrium, gadolinium, thallium et lantane, entre autres. Des combinaisons compliquées pour doper sans cesse les performances. Alors, tout ceci
c'est une espèce de fuite en avant vers une efficacité, des performances plus grandes, toujours accrues, et qui persiste de façon exponentielle. Alors, si on doit combler toutes ces demandes, comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On écoute Guillaume Pitron à ce sujet. Est-ce que je suis audible avec tout ça, finalement ? Moi, je me demande si je suis audible dans la mesure où notre consommation électronique, notre consommation de technologie verte explose. Elle est exponentielle. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut toujours plus d'électronique, tout le monde veut toujours plus d'énergie verte. Les Chinois veulent vivre comme des Français, ils veulent aller se faire photographier devant la Tour Eiffel, ils veulent vivre comme des Européens, comme des Occidentaux. Il y a une convergence des modes de vie entre les pays développés et les pays en voie de développement qui fait qu'il va y avoir une explosion de la demande de consommation de ces métaux rares. Un rapport qui a été publié en 2013 disait mais d'ici 2035, il va nous falloir 2 fois plus de terres rares, 4 fois plus de tantale, 9 fois plus de scandium, 24 fois plus de cobalt, 180 fois plus de lithium, etc., etc., etc. C'est exponentiel. Un expert français du CNRS a fini par se dire mais est-ce qu'on peut calculer un peu les besoins globaux en métaux qui sont nécessaires compte tenu de nos nouveaux modes de vie ? Et il a fait un calcul qui m'a laissé complètement pantois. Il a remarqué que compte tenu de notre consommation de toutes sortes de technologies, pas seulement les vertes et les numériques, mais compte tenu de nos besoins futurs pour les 30 prochaines années, eh bien dans les 30 prochaines années, l'humanité va consommer davantage de métaux que tous les métaux qu'elle n'a jamais extraits depuis le début de l'humanité, depuis 70 000 ans. C'est-à-dire que la génération des 25-30 prochaines années va consommer davantage que les 2500 générations qui les ont précédées. Il va falloir aller chercher toujours plus de métaux, donc on commence à se dire on va aller ouvrir des mines un peu partout, et puis les océans regorgent de métaux, et puis l'espace regorge de métaux, les Américains commencent à s'y intéresser. Donc nous sommes en train d'étendre le domaine de la mine pour pouvoir nous fournir en métaux abondants, mais aussi en métaux rares pour nos nouveaux besoins énergétiques et numériques. Et je souligne encore une fois un paradoxe de cette transition énergétique, tout ça au nom de la sobriété. Ce qui pose à un moment des problématiques de pénurie. On commence déjà à dresser des listes de pénurie, en disant mais oui, mais à ce rythme d'exploitation-là, tel ou tel métal, on n'en aura plus à tel horizon. Nous sommes à la veille d'une renaissance, où nous sommes en plein dans une nouvelle renaissance technologique. C'est un mot qui enthousiasme tout le monde, et même moi, je voudrais y croire. Mais simplement, que se passe-t-il si vous êtes dans une renaissance et qu'il n'y a pas assez de matières premières pour cette renaissance ? Que serait-il passé en 1492 si Christophe Colomb, faute de bois disponible, n'avait pas trouvé ces 2 bateaux amarrés à un port andalou ? Alors, que faire ? Eh bien d'abord, je pense qu'il faut méditer cette phrase d'Einstein. Einstein nous a donné une phrase magnifique, il a dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Or, nous sommes en train d'essayer de régler un problème avec les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Nous pensons cette transition de façon purement technologique, mais nous ne la pensons pas de façon, je dirais, plus culturelle, plus personnelle. Nous avons une problématique, c'est que nous voulons faire des sauts technologiques sans saut de conscience. On était avec Guillaume Pitron, l'auteur de La guerre des métaux rares, dans une conférence. Vous êtes bien sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive. Alors, cette fuite en avant, cette consommation toujours accrue de minerais, de terres rares, de métaux rares, se fait évidemment au nom de l'innovation qui, je voulais juste vous le rappeler, s'opère pour votre bien et pour un monde meilleur. Voir notre émission d'il y a 15 jours qui s'appelait « La siliconisation du monde ». Alors heureusement, certaines voix s'élèvent et cherchent à contrer ces velléités de toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus petit, mais toujours plus. Et en l'occurrence, je voulais vous faire écouter un extrait d'une conférence de Philippe Biwix qui a écrit en 2014 L'âge des low-tech. La bonne nouvelle, c'est que, de mon point de vue, on pourrait diviser par 10 voire même divisé par 100, l'impact écologique, celui exactement que je vous ai décrit, à condition d'appliquer quelques leviers qui ne sont pas faciles à appliquer. Mais je suis quasiment certain qu'on peut réduire de 99% l'impact écologique d'Internet et du système numérique. D'abord avec les terminaux, en se posant des questions sur le nombre de terminaux que nous avons,
en se posant des questions sur les fonctionnalités que contiennent ces terminaux. Est-ce qu'on a forcément besoin dans notre smartphone d'avoir un accéléromètre, un gyroscope à 3 axes, une station météorologique complète, hygromètre, baromètre, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des puissances de calcul qui sont supérieures à la puissance de calcul cumulée des USA et de l'URSS au pic de la guerre froide? Voilà, ça c'est des choses comme ça. Et puis il y a la question évidemment de la durée de vie de ces appareils. Et donc toute la question de l'obsolescence, qui n'est pas forcément une obsolescence programmée, on y viendra tout à l'heure je crois, mais qui peut être aussi une obsolescence marketing, et peut-être avant tout marketing, une obsolescence éventuellement systémique entre le hardware et le software, le fait qu'on a des suites logicielles, des antivirus, des mises à jour, etc., qui fait que, avec les logiciels propriétaires, peut-être plus d'ailleurs qu'avec des logiciels libres, on va avoir comme ça des ordinateurs qui se mettent à ramer et qu'on est obligé de changer. Donc là, tout le volet sur les terminaux. Tout le volet sur la question du réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin en permanence d'être en 3G, 4G ou en Wi-Fi, c'est très consommateur d'énergie par rapport à être en câblé, en filaire, dans les entreprises, typiquement. Est-ce qu'on a besoin d'être toujours en mobilité? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une performance exceptionnelle qui fait qu'il faut redonder, faire de la redondance dans les data centers? On ne peut pas se permettre que les sites, par exemple, marchands tombent pendant quelques secondes, parce que l'enjeu économique serait trop grand. Est-ce qu'on a besoin du temps réel permanent qui oblige à faire des updates entre différents data centers et qui génère du trafic sur Internet? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un support vidéo à chaque fois? On est en train de sortir la civilisation de l'écrit et de rentrer dans la civilisation de la vidéo. Or, la vidéo, c'est 60 à 70% du trafic mondial d'Internet. Donc, c'est bien le streaming et les vidéos de petits chats qu'on poste sur YouTube qui crée aujourd'hui, qui génère le besoin de dérouler des câbles transocéaniques, parce qu'on continue à dérouler des câbles transocéaniques pour accompagner la croissance d'Internet. Et puis, voilà, on a évidemment la question des logiciels, l'éco-conception des logiciels versus les obésiciels, mais aussi des pages Internet. Vous savez par exemple que l'ensemble de Wikipédia en anglais, ça tient sur 2 CD. J'ai pas dit que les serveurs de Wikipédia, c'était juste 2 serveurs et 2 CD, mais pour vous donner un ordre de grandeur, voilà l'ensemble des millions d'articles. Pourquoi? Parce que c'est juste des photos à basse résolution, il y a surtout du texte. Voilà, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on fait de la frugalité, on fait de la sobriété numérique. Et c'est aujourd'hui justement ce qu'on ne fait pas, puisque l'abaissement des coûts de stockage, etc., fait qu'on n'a pas eu du tout ces réflexes de sobriété. Donc voilà, en appliquant l'ensemble de ces leviers-là, je vous promets qu'on pourrait abattre d'un facteur 100 le coût écologique d'Internet. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, on ne va pas le faire, ou qu'il y a très très peu de chances que ça se fasse, parce qu'on a aujourd'hui des forces contraires, puissantes, qui sur l'ensemble de ces leviers que je vous ai décrits, on est exactement à l'inverse. C'est-à-dire que voilà, sur les terminaux, on est sur la question de l'obsolescence, marketing, accéléré, sur la question du stockage, par exemple, on sait qu'on améliore beaucoup les data centers en termes d'architecture, en termes de température de fonctionnement. Il y a besoin de moins les refroidir que ce qu'on faisait. On les refroidit de plus en plus dans des pays du Nord avec de l'eau froide plutôt qu'avec des climatisations, etc. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on a un effet rebond hallucinant, gigantesque. Vous savez, par exemple, pour prendre un seul exemple, on est aujourd'hui à peu près à 8 zétaoctets, c'est-à-dire 8000 milliards de gigaoctets stockés dans le cloud, si vous voulez, dans l'Internet. Ça correspond donc, on va dire, à 1000 gigaoctets, pour comparer à votre disque dur par terrien, ou 2000 gigaoctets par internaute, voilà. Et ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser parce qu'arrive le big data, parce qu'arrive ce flux de données, d'objets connectés, des dizaines de milliards, qui font qu'on va passer sans doute dans les 2 à 3 ans de 8 à 20, pour vous donner un ordre de grandeur. Tout ça, ça double tous les 18 mois à peu près, tous les 2 ans. Et donc, même si on fait des progrès unitaires sur la manière de concevoir et d'utiliser ces objets, si par unité d'octets échangés ou stockés, on améliore les choses, et l'effet rebond fait complètement exploser la facture totale. Et c'est bien ça qu'on voit, c'est que la facture totale du système numérique continue à augmenter malgré tous les progrès technologiques, tous les progrès de conception, tous les progrès d'architecture qui peuvent être faits. Bon, ça, on était en train d'écouter Philippe Biwix, l'auteur de L'âge des low-tech. Donc ça n'est guère réjouissant, c'est ce que Guillaume Pitron nous expliquait tout à l'heure. Je vais redonner les chiffres. Nous allons consommer, si nous continuons comme ça, nous allons consommer davantage de minerais durant la prochaine génération qu'au cours des 70 000 dernières années, c'est-à-dire des 2500 générations qui nous ont précédés. Guillaume Pitron nous propose quelques solutions. C'est là, pour moi, la limite de son livre. Il nous
Ils expliquent qu'en fait, une des méthodes, ce serait de relocaliser les mines qui ont toutes été délocalisées, en particulier en Chine, de les relocaliser en France. Alors, c'est ce qu'il appelle pudiquement le renouveau extractif dans l'Hexagone. Ça aurait pour lui 2 avantages. Le premier, je ne suis pas loin d'être un peu d'accord avec lui. Je le cite. « Nous prendrions immédiatement conscience, effarés, de ce qu'il en coûte réellement de nous proclamer modernes, connectés et écolos. » Bon, oui, on peut imaginer que le voisinage des carrières nous sortirait pour de bon de notre indifférence et de notre déni et encouragerait des initiatives pour contenir la pollution occasionnée. Bon, la proximité des centrales nucléaires ne fait rien pour arrêter le nucléaire en France, donc c'est la limite de son raisonnement. L'autre limite, c'est qu'une mine responsable chez nous vaudra toujours mieux que la mine irresponsable ailleurs. Je ne crois pas qu'une mine responsable, ça existe. C'est le travers qu'il dénonce par ailleurs quand il parle de développement durable ou de croissance verte comme oxymore. Bon, les autres propositions de Guillaume Pitron, c'est le recyclage des métaux rares. On sait par ailleurs que c'est quasiment impossible d'extraire des métaux rares d'un smartphone, par exemple. Ils sont tous tellement imbriqués. Mais c'est là que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec Guillaume Pitron, c'est qu'il nous dit sans remettre en cause fondamentalement nos modèles de croissance. Bon. Sans interroger en fait nos besoins. C'est là que pour moi le bas blesse. Bien. Pendant ce temps-là, d'autres cherchent des solutions à cette consommation exponentielle de métaux rares. Je vais vous proposer un petit extrait de ces France Télé ou France TV ou France Info ou TV Info, je ne sais plus. On écoute ça. C'est un monde à part qui recouvre les 3/4 de notre planète. Au fond des océans, dans l'obscurité des abysses, se cache un immense trésor. Pour le trouver, il faut plonger à 3500 mètres au milieu de l'Atlantique. Là, un incroyable spectacle. Des cheminées fumantes hautes de 70 mètres. Des colonnes de soufre qui crachent leur panache d'eau chauffée à 350 degrés par les volcans sous-marins. En façonnant pendant 10 000 ans ces extraordinaires sculptures, la nature a concentré à cet endroit l'un des gisements de métaux les plus riches au monde. D'après les estimations, les sites connus contiendraient 150 millions de tonnes de cuivre, 10 ans de consommation mondiale. Encore plus profond, à 5000 mètres, des petites boules noires de 10 cm à perte de vue. Des nodules hyper concentrés en métaux. Il contiendrait 275 millions de tonnes de cuivre, 340 millions de tonnes de nickel et 78 millions de tonnes de cobalt, de quoi alimenter l'industrie pendant des dizaines d'années. Ces gisements, découverts depuis 1985, sont répartis dans tous les océans. De l'or, mais aussi de l'argent et même des métaux rares, indispensables pour construire nos téléphones par exemple. Des dizaines de permis d'exploration ont déjà été attribués dans le monde, ici en jaune. Mais la phase industrielle ne devrait commencer que dans ces 2 zones en rouge. En Papouasie, depuis 15 ans, une entreprise canadienne se prépare à exploiter ces cheminées à 1700 mètres de profondeur. Après des années d'études, l'entreprise a mis au point un système ingénieux pour aller chercher et remonter le minerai. Une machine d'extraction téléguidée se pose au fond. Elle extrait le minerai. Puis une seconde machine le collecte et l'envoie par un gigantesque tuyau jusqu'au navire qui stationne en surface. L'entreprise a déjà investi 400 millions de dollars et le chiffre d'affaires attendu de cette exploitation sous-marine est phénoménal. En termes économiques, le revenu que l'on peut tirer par kilomètre carré exploité peut atteindre 10 à 15 milliards de dollars. Mais à quel prix ? Des chercheurs s'alarment, ces cheminées sont des oasis de vie animale et microbienne. Regardez ces petits points blancs. En fait, ce sont des dizaines de millions de crevettes. Il y a aussi des moules, des vers, des crabes, des bactéries. À 3000 mètres de profondeur, tous vivent dans des conditions extrêmement hostiles. Température brûlante, acidité, métaux lourds. Pour les chercheurs français, une exploitation minière détruirait à coup sûr toute cette faune
Des formes de vie pourtant riches en nouvelles molécules pour la recherche médicale. Bon, en dehors du fait qu'on ne va pas aller chercher des trucs à 3000 mètres pour la recherche médicale, je repars sur Guillaume Pitron sur cette histoire d'aller chercher des métaux rares dans les océans. Pendant des milliers d'années, 71% de la surface du globe n'a appartenu à personne. Au cours des 6 dernières décennies, 40% de la surface des océans ont été rattachés à un pays et 10% supplémentaires font l'objet d'une demande d'extension du plateau continental. À terme, on conjecture que les États pourvus d'une côte exerceront leur juridiction sur 57% des fonds marins. Attirés en particulier par les pactoles des métaux rares, nous avons mené en un temps record la plus vaste entreprise d'appropriation de territoire de l'histoire. C'est pas suffisant parce que c'est pas suffisant. Je vais vous lire quelques petits extraits d'un article. USA et Luxembourg en quête d'un nouvel Eldorado spatial, les matières premières. Voilà, nous allons partir dans l'espace. La chasse aux astéroïdes est ouverte. Les États-Unis ont été les premiers à développer une législation facilitant cette recherche gourmande en capitaux en promulguant dès novembre 2015 le Space Act. Cette loi prévoit notamment que tout matériau trouvé par un Américain ou une entreprise américaine sur le satellite naturel de la Terre, la Lune, ou sur des corps célestes comme les astéroïdes lui appartiendra. En février, le Luxembourg a été le premier État européen à emboîter le pas en édictant un cadre juridique facilitant la recherche des matériaux dans l'espace. Plus loin, l'idée d'exploiter les ressources minières des astéroïdes ou même de la Lune reste tout de même un projet à très long terme, d'énormes progrès technologiques restant à faire dans l'extraction, la transformation des matériaux et le retour sur Terre. Je rigole un peu en lisant ça. Certains avance des chiffres astronomiques, c'est le cas de le dire, sur les richesses que recèleraient certains de ces objets volants. Jusqu'à 50 milliards de dollars en platine sur un petit astéroïde. Quelques dizaines de milliers d'astéroïdes tourneraient autour de notre planète. Toujours selon cet article c'est France Info, décidément, ma source, selon un responsable des programmations d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, certaines difficultés peuvent apparaître comme un astéroïde dont la surface est trop dure pour être exploitée ou qui tourne trop vite sur lui-même pour pouvoir s'y poser. Mais je ne vois pas de complexité insurmontable sur le plan minier. Bon. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. On a réussi à bousiller les abeilles, les oiseaux, les plantes, les fonds sous-marins, ça va pas tarder. Et maintenant, on va s'attaquer à l'espace. Donc, on va revenir à notre question de dématérialisation. Et je voudrais, pour finir, en conclusion, citer... Alors, c'était toujours la revue Z qui s'appelle Mauvaise Mine en avril 2018. C'est un extrait de la revue Z numéro 9, L'utopie des technologies radieuses par Célia Isoard. Ironiquement mais implacablement, la micro-informatique, censée résoudre les contradictions du monde industriel, s'est retournée en moyen de sa pérennisation et de son accroissement. Le travail à la chaîne le plus abrutissant est plus que jamais de mise dans les usines d'électronique et les plateformes d'appel. Il n'y a jamais eu sur la planète autant de paysans qui quittent leurs terres vers les villes pour produire à l'échelle mondiale les objets issus des idées qui ont germé dans les technopoles. Ce que dissimule la fable platonicienne d'une économie propre et immatérielle fondée sur la connaissance, c'est l'extension ininterrompue de l'usine monde. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. Merci Sidi à la technique, c'était la demi-heure radioactive sur Radio Galère. Je vous conseille la lecture du livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux liens qui libèrent. C'est paru l'année dernière avec les restrictions dont j'ai parlé dans l'émission. Probablement, je vous recommande aussi la lecture de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, mais je ne l'ai pas lu, donc voilà, mais il paraît que c'est bien. Et autrement, la revue Z dont on a parlé, d'avril de l'année dernière. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, peut-être sur le site de Radio Galère, ou en tout cas sur la chaîne YouTube du collectif Antinucléaire 13. Bon courage!